pour le webinaire d'aujourd'hui sur la prévention et le contrôle des infections à COVID-19. Il s'agit de la 6e semaine de la 3e série de webinaires sur la PCI. Pour celui d'aujourd'hui, nous allons parler de PCI dans le service de maternité dans le cadre de COVID-19. Nous serons, comme d'habitude, avec nos experts habitués, donc ICANN, d'Africa CDC, mais aussi de l'OMS. Ce webinaire va durer 1h30. La première heure sera consacrée à différentes présentations. D'abord, on va suivre, si la connexion le permet, la situation épidémiologique. Et ensuite, le sujet du jour, qui est la PCI dans le service de maternité dans le cadre de COVID-19, qui va être suivi d'une session de questions-réponses de 30 minutes. Le webinaire sera diffusé directement sur Facebook et sera également enregistré. Vous pourrez visionner ou bien vous pourrez avoir l'enregistrement lorsque ma collègue Suzanne vous enverra le lien d'enregistrement avec les différentes présentations de la journée. À présent, chers collègues, permettez-moi de vous présenter le docteur Jacques Katomba Kalonda, épidémiologiste senior à Africa CDC, qui va nous faire la présentation de la situation épidémiologique de COVID-19 en Afrique. Le docteur Jacques Katomba est un médecin diplômé en épidémiologie de terrain avancé de l'école de santé publique de Kinshasa. Il a environ 13 ans d'expérience professionnelle en médecine clinique et en gestion de programmes de santé publique, notamment immunisation, vaccination, surveillance et réponse aux épidémies de maladies transmissibles. Il est actuellement coordinateur de projet à Africa CDC, où il est chargé de renforcer la surveillance et la collaboration transfrontalière par l'intermédiaire des centres de collaboration régionaux d'Africa CDC. Avant de rejoindre Africa CDC, le docteur Katomba a travaillé à 3 niveaux au ministère de la Santé publique de la République démocratique du Congo, notamment en tant qu'agent de surveillance dans le cadre de programmes incluant la santé aux frontières. Il a été coordinateur sur le terrain lors de l'épidémie d'Ebola en Guinée, c'était en 2014-2015, et co-responsable de l'équipe épidémiologique de CDC à Atlanta. Il a été consultant à OMS et a travaillé avec Médecins sans frontières Belgique pendant environ 5 ans. Le docteur Katomba possède d'excellentes connaissances et compétences en matière d'application informatique, notamment en ce qui concerne l'analyse des données, la recherche et la rédaction. Docteur Jacques, si votre connexion le permet, à vous Docteur Jacques, à vous la parole pour la présentation du jour. Docteur Jacques. OK. Je crois que la connexion, peut-être il va faire la présentation après. À présent, j'aimerais inviter professeur Chedri Azouz pour qu'il puisse nous faire la présentation du jour, PCI dans les services de maternité dans le cadre de COVID-19. Par introduction, professeur Azouz, il est expert international en prévention et contrôle des infections chez l'OMS. Avant de rejoindre l'OMS, il était consultant en prévention et contrôle des infections, où il conduisait des formations des professionnels de la santé, l'élaboration de curricula en prévention et contrôle des infections, élaboration des indicateurs de qualité pour PCI et WASH, suivait l'évaluation des instructions sanitaires, mais aussi il a activement participé dans la riposte contre la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014-2015. Avant, il était professeur d'enseignement en sciences infirmières à l'Institut supérieur des sciences infirmières de Gabé en Tunisie. C'est juste une brève introduction, sinon le professeur Azouz a beaucoup d'expérience. Professeur Azouz, si vous êtes prêt, à vous. Merci bien, Dr Tadé. Chers collègues, bonjour et soyez les bienvenus. On se retrouve de nouveau dans une présentation
en rapport principalement la prévention et contrôle de la transmission de l'infection par COVID-19, mais à chaque fois, on a une présentation qui s'oriente spécifiquement à une spécialité ou un domaine de sciences de la santé ou la science de la santé spécifique. Aujourd'hui, ce sera en rapport avec la prévention et contrôle des infections dans les établissements ou les services ou même les petits hôpitaux de maternité en Afrique. Notre présentation, le plan de la présentation, je vais un peu introduire pour vous aujourd'hui en quelques diapos la Journée mondiale de la sécurité des patients qui a été célébrée le 17 septembre 2020. Deuxième thème, sujet à aborder, c'est une série de questions, 4 à 5 questions le plus couramment posées, les femmes enceintes et COVID-19. Ensuite, un vue d'ensemble de la PCI et contrôle d'infection spécifique à la maternité, en la gynécologie. Quatrième sous-sujet, ce sera l'importance de la PCI pour COVID-19 dans les unités de maternité. Le dernier, ce sera les exigences pour la PCI dans le contexte de COVID, dans le service prénatal, les salles de travail et postnatal. Avant de commencer, chers collègues, vous voyez en face de vous, à gauche, c'est que toute femme enceinte, toute femme, durant l'accouchement, quand elle est enceinte, durant l'accouchement et après l'accouchement, elle a le droit à des soins de qualité. Et ces soins de qualité, comme on l'a dit, alors là, on a anténatal ou intrapartum ou après l'accouchement en postnatal et principalement la santé mentale de la femme qui a accouché. En ce qui concerne la sécurité des patients, beaucoup de questions se posent pourquoi on inclut ou on joint, on essaie d'avoir fréquemment la PCI et la sécurité des patients. Chers collègues, le but ultime de la prévention contre l'infection, c'est d'améliorer et d'atteindre des soins de qualité et des soins sécuritaires. C'est-à-dire, l'un des outils qui contribue à la sécurité des patients et à améliorer la qualité des soins, c'est les mesures de prévention et contrôle de l'infection. Bien sûr, en parallèle avec d'autres éléments. Comme vous le savez, la célébration de cette journée se fera chaque année le 17 septembre 2020, pas seulement par l'OMS, mais aussi par les partenaires internationaux et tous les pays du monde. Le slogan cette année, c'est « Agents de santé en sécurité, patients en sécurité ». Et n'oubliez pas, chers collègues, que toujours ensemble, ils vont ensemble, la sécurité des patients et la sécurité des agents de santé, ou la sécurité des agents de santé et la sécurité des patients. Globalement, la Journée mondiale de la sécurité des patients, qu'est-ce qu'elle vise? Elle vise principalement à défendre cette cause partout dans le monde, à associer de plus près le public à la sécurité des soins de santé, à promouvoir des mesures de portée mondiale pour améliorer la sécurité des patients et réduire les préjudices qui leur sont causés. Le principe fondamental de la médecine est à l'origine de cette journée, avant tout, ne pas nuire. La sécurité des patients et COVID-19. La pandémie COVID-19, comme vous le savez, elle fait actuellement partie des plus grands défis et des plus grandes menaces auxquelles l'humanité est confrontée. Et c'est la plus grande crise pour la sécurité des patients jamais connue dans le domaine de soins de santé. La pandémie fait peser une charge sans précédent sur les systèmes de santé du monde entier. Ceux-ci ne peuvent fonctionner sans agents de santé et pour promouvoir et soigner en toute sécurité, il faut un personnel bien informé, compétent et motivé. Beaucoup de collègues peut-être se posent la question pourquoi j'ai utilisé le couleur orange. Alors, vous allez voir pourquoi, dans le dernier diapo, pourquoi on a utilisé aujourd'hui le couleur orange. L'objectif de la journée mondiale pour cette année 2020, il y en a 4 principaux objectifs. Sensibiliser l'opinion mondiale à l'importance de la sécurité des agents de santé et de ses liens avec la sécurité des patients. Faire participer de nombreux acteurs et adopter des stratégies multimodales pour améliorer la sécurité des agents de santé et bien sûr celle des patients. Amener tous les acteurs à prendre des mesures urgentes et durables pour faire de la sécurité des agents de santé
une priorité en matière de sécurité de patients et pour investir en ce sens. Récompenser, comme il convient le dévouement et le travail des agents de santé, en particulier dans le contexte actuel de la lutte contre la COVID-19. Chers collègues, l'OMS a lancé un programme spécifique en rapport avec la sécurité des patients. Il y a même un modèle de guide que le pays de la communauté africaine peuvent adopter pour développer leur plan national de la sécurité des patients, leur programme, je m'excuse, le programme national de sécurité des patients. Appel à l'action. L'OMS exhorte toutes les parties prenantes à défendre la sécurité des agents de santé. La pandémie COVID-19 a mis en évidence les gigantesques difficultés auxquelles les agents de santé sont actuellement confrontés partout dans le monde. Et quand on dit partout dans le monde, que ce soit les pays à ressources limitées ou les pays riches. Surtout, comme vous le savez, mes chers collègues, travailler dans des conditions éprouvantes augmente les risques auxquels s'exposent les agents de santé, notamment le risque d'être infectés et de contribuer à des flambées épidémiques dans les établissements de santé, d'avoir un accès limité aux équipements de protection individuelle et autres moyens de lutte anti-infectieuse ou de mal les utiliser, et de provoquer des erreurs pouvant nuire aux patients et aux soignants. Dans de nombreux pays, les agents de santé sont davantage exposés aux risques d'infection, de violence, d'accidents, de stigmatisation, des maladies et de décès. Je crois, chers collègues, que ces affirmations sont évidentes et connues pour la majorité d'entre vous. Alors, cette année, illuminer un monument en orange. En cette période sans précédent, l'OMS prévoit un planchage d'activités virtuelles et d'autres pour marquer et célébrer la journée en septembre, ce septembre. La marque distinctive de la compagnie mondiale sera l'illumination du monument emblématique des bâtiments connus et de lieux publics en orange, en collaboration avec les autorités locales. Ce sera aussi un geste de respect et de reconnaissance envers les agents de santé. Ce sera un peu tout par rapport à la journée mondiale de la sécurité des patients. Chers collègues, prenez en considération que la célébration de cette journée et tous les éléments en rapport avec cette journée sont en lien direct et un lien vraiment inséparable avec la sécurité de professionnels de santé à tous les niveaux, que ce soit corps médical ou paramédical ou les agents d'entretien ou de nettoyage. On passe au deuxième sujet, qui est femmes enceintes et COVID-19. Ça sera 4, je crois, ou 5 diapos qu'on a préparés à partir des affirmations ou des publications faites par l'Organisation mondiale de la santé. Et vous trouverez les liens au dernier diapo intitulé « Les références ». Alors, la première question, les femmes enceintes sont-elles plus exposées au risque de contracter le COVID-19 ? C'est sûr que beaucoup d'entre vous sont en train de se poser la question ou ont des réponses par rapport à ça. Dommage que les séances ne sont pas interactives, sinon vous tous, chers collègues, vous pouvez contribuer avec des réponses plus ou moins complètes et se complètent par rapport à cette question-là. Les femmes enceintes ou les femmes dont la grossesse a pris fin récemment, celles qui sont plus âgées, en surpoids ou qui souffrent de maladies préexistantes telles que HTA et diabète, semblent présenter un risque accru de développer une forme grave de la COVID-19. Prenez en considération, chers collègues, que les femmes enceintes ou les femmes dont la grossesse a pris fin récemment, surtout celles qui sont âgées, qui ont un surpoids ou qui souffrent de maladies préexistantes, HTA, hypertension, autres maladies respiratoires ou rénales, semblent présenter un risque accru de développer une forme plus ou moins grave de la COVID-19. Lorsque les femmes enceintes développent une forme grave de la maladie, il semble également qu'elles nécessitent plus souvent une prise en charge par les unités de soins intensifs que les femmes en âge de procréer, mais pas enceintes. D'accord? Alors, voilà la deuxième affirmation, c'est que les femmes enceintes développent une forme grave de la maladie
il semble aussi également qu'elle nécessite souvent une prise en charge spécifique dans les soins intensifs et réanimation que les femmes en âge de procréer, mais pas enceintes. Cependant, du fait des bouleversements que subissent leur corps, et vous le savez très bien, et leur système immunitaire, bien sûr, que ce soit la femme durant son cycle ovarien ou durant la grossesse, alors nous savons que les femmes enceintes peuvent être gravement touchées par certaines infections respiratoires. On le sait déjà. Alors, c'est bien s'aggraver ou se confirmer par le COVID-19. Il est donc important qu'elles prennent des précautions pour se protéger contre le COVID-19 et qu'elles signalent les symptômes éventuels, tels que, comme vous le savez, fièvre, toux ou difficulté à respirer, dyspnée plus ou moins importante, à leur prestataire de soins de santé. D'accord? Alors, voici généralement une réponse, 3 réponses, on peut avoir d'autres à l'exposition des femmes enceintes au risque de contracter le COVID par rapport aux autres femmes qui ne sont pas enceintes. Alors, une femme enceinte, comment puis-je me protéger contre le COVID-19? Si la femme tombe enceinte, elle peut se poser la question, comment est-ce que je peux me protéger? Comme vous le savez, mes chers collègues, les mesures que vous le savez, en général appliquées, que ce soit dans la communauté ou dans le milieu hospitalier, que ce soit l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire, la distanciation sociale. Alors, ces éléments-là sont vrais pour les femmes enceintes avec quelques autres éléments spécifiques. Alors, les femmes enceintes doivent prendre les mêmes précautions que les autres personnes pour éviter l'infection par le virus de la COVID-19. Et j'ai les éléments que j'ai cités, principalement l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire et la distanciation sociale. Pour se protéger en plus, il faut se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou de l'avant et savon, maintenir une distance entre vous et les autres, éviter les lieux très fréquentés, porter un masque en tissu non médical. S'il n'est pas possible de maintenir une distance physique suffisante entre vous et les autres, évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. Respectez les règles d'hygiène respiratoire, se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude ou un mouchoir en papier ou autre en cas de toux ou d'étirement. Puis, bien sûr, comme vous le savez, on doit jeter le mouchoir usagé immédiatement après. Deuxième moyen de prévention, en cas de fièvre, de toux, difficultés respiratoires, les femmes doivent consulter sans tarder. Bien sûr, chaque pays diffère avec les moyens d'information ou de contact. Téléphonez avant de vous rendre aux établissements de santé et suivez les instructions des autorités sanitaires locales. Comme je l'ai dit, bien sûr, cette recommandation, elle varie d'un pays à un autre, ou d'un hôpital à un autre, ou d'une région à une autre. Les femmes enceintes et celles qui viennent d'accoucher doivent se rendre à leur consultation médicale habituelle, conformément aux politiques locales et en suivant les mesures adaptées pour réduire la transmission possible du virus. Comme vous le savez, chers collègues, la mortalité maternelle est élevée en Afrique. Ça ajoute d'autres mortalités qui sont causées par le Covid pour les femmes en pré, post ou en post-natal. Autre question, la Covid peut-elle se transmettre d'une femme à son enfant, à naître ou à son nouveau-né? Alors là, pour la réponse à cette question, jusqu'à nos jours, elle n'est pas certaine. Elle n'est pas certaine. Nous ne savons toujours pas si une femme enceinte ayant le Covid peut transmettre le virus au fœtus pendant la grossesse ou au bébé, bien sûr, pendant l'accouchement. À ce jour, la présence du virus n'a pas été constatée dans les échantillons de liquide amniotique dans lequel baigne le fœtus ou le lait maternel. Alors, jusqu'à actuellement, on ne l'a pas trouvé dans le sang, dans le liquide, dans le liquide amniotique ou dans le lait maternel. Il y a des études qui ont été faites qui ont marqué la présence du virus dans les selles. Et vous le savez, à cause de la proximité anatomique de l'anus de la région vaginale, alors il y a possibilité aussi de contamination possible, mais qui n'a pas été jusqu'à maintenant évidente et prouvée. Les femmes enceintes chez qui la présence du virus COVID est suspectée ou confirmée doivent-elles accoucher par césarienne? Bien sûr que non, chers collègues. Alors là, normalement, comme vous le savez, le mode d'accouchement doit être toujours individualisé. Bien sûr,
et doit répondre aux indications obstétricales posées par l'état de la parturiente, observées par la sage-femme, le médecin ou le gynécologue, et parfois on trouve aussi selon la préférence de la femme. Alors la réponse est non. Les césariennes ne vont pas être pratiquées que si elles sont justifiées pour des raisons médicales. Sinon, le mode d'accouchement doit être, comme je le dis, individualisé et repose sur les préférences de la femme ainsi que les indications obstétricales. Dernière question, comment faire un test de dépistage de la COVID? Ici, il y a des variétés. Le protocole et les critères de dépistage pendant la grossesse diffèrent selon l'endroit où vous vivez. Par exemple, dans mon pays, ce n'est pas exigé, sauf si la femme enceinte est un contact connu ou s'il a des signes de suspicion. Sinon, ce n'est pas fait systématiquement le test de dépistage de Deauville. Cependant, l'OMS recommande de dépister en priorité les femmes enceintes présentant des symptômes de la COVID. Si le test se relève positif, elles peuvent avoir besoin, bien sûr, de soins spécialisés. Juste ici, les femmes enceintes qui ont des symptômes, comme j'ai dit au début, qui sont suspectes, qui ont des symptômes, alors là, on fait le test pour que, si le test est vrai positif, alors on doit prévoir des soins adaptés et spécialisés pour ces dames-là. Voilà un peu, chers collègues, les questions. Peut-être vous en avez d'autres. Je serai disponible avec les modérateurs de la session de répondre à vos questions. Monsieur Tadier, bien sûr, va essayer de regrouper les questions. Alors, maintenant, on passe à la PCI dans les services de maternité. Comme introduction, à l'échelle mondiale, la plupart des cas de COVID-19 ont des preuves de transmission interhumaine par gouttelette et par contact. Et ça, vous le savez. D'accord? Principalement par gouttelette et par contact. Il y a possibilité de contamination aérienne s'il y a des gestes invasifs dans un espace clos. D'accord? À ce jour, aucune étude n'a montré du coronavirus dans le liquide amniotique ou dans le sang du cordon. Jusqu'à nos jours, peut-être les choses changeront. À l'heure actuelle, il n'y a aucun cas enregistré de sécrétion vaginale et de lait maternel testé positif au COVID-19. Cependant, chers collègues, étant donné que le COVID-19 a été détecté dans les selles, cela pourrait présenter un risque pour nos nouveau-nés pendant l'accouchement lorsqu'il y a une proximité physique avec la région périanale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, les pratiques de prévention contre l'infection appropriées peuvent réduire la transmission du virus pour assurer la santé et le bien-être des mères et des nouveau-nés. Alors, il y a des données qu'on a collectées au PubMed, et vous voyez les liens, il est en bas et à la fin de page dans la présentation de professeur Folt. Alors, COVID-19 et grossesse, les connaissances actuelles. Alors, les données publiées jusqu'à nos jours, on a essayé de les collecter pour vous un peu. La plupart des infections COVID-19 ont été contractées au 3e trimestre. Bien sûr, ici sur 921 études publiées jusqu'à nos jours par PubMed, collectées par PubMed. Caractéristiques similaires aux non enceintes, fièvre et toux les plus courants, dyspnée, myalgie, rhinorrhée, mal de gorge et diarrhée. Voilà les principaux signes qui ont été collectés chez ces femmes-là. Et bien sûr qu'on a dit la plupart de ces infections par COVID-19 et grossesse ont été contractées au cours du troisième trimestre de la gestation. 80% asymptomatiques, des symptômes légers, 80% légers. Parmi les personnes admises, juste dans ces études-là, seulement 0,8% sont décédés, 11% ont été traités dans le service de soins intensifs, intensive care unit, les réanimations. L'accouchement prématuré semble plus courant. Césarienne, COVID-19, pas une indication. D'accord? Comme je l'ai dit, la césarienne n'est pas indication, mais on a vu que l'accouchement prématuré semble
un peu courant. La majorité de cette étude-là avait eu des césariennes, mais ça ne veut pas dire que la césarienne est un COVID, est une indication lors du COVID-19. Concernant les données fœtales et néonatales, naissance prématurée, dans cette étude-là, 21 à 35%. Faible poids à la naissance, décès néonatal, 2% dans cette série. La transmission, peu fréquente, plus grande série, 4% infection néonatale, aucune preuve de mode d'accouchement ou d'allaitement est impliquée. Comme je l'ai dit, chers collègues, jusqu'à nos jours, il n'y a pas de données vraiment assez importantes, point de vue statistique et nouvelles, pour qu'elles soient prises vraiment en considération. Alors, on passe. Comme on l'a dit, notre titre, c'est comment on se prépare dans le service de maternité. D'accord? Alors, comment on prépare notre service? Comme je l'ai dit, il y a des collègues dans des pays qui appellent ça service, il y a d'autres unités, il y a d'autres qui appellent salle d'accouchement, salle de maternité, hôpital. Alors là, comment on se prépare? Bien sûr, comme vous le savez, c'est une proposition d'étapes que vous pouvez adopter. Normalement, si on se prépare, on prépare notre service de maternité ou hôpital de maternité lors d'une épidémie ou pandémie COVID-19, normalement, des réunions doivent s'organiser, et des réunions périodiques, plus ou moins, qui vont servir à planifier la préparation de notre service. On doit préparer des protocoles, on doit faire la formation en prévention contre l'infection à tous les professionnels, corps médical, paramédical, sage-femme, infirmière, agence de nettoyage, et surtout, chers collègues, les préparations de protocoles et la formation, si elle n'a pas été suivie par des simulations réelles dans les services ou l'hôpital de maternité, vraiment, il y a toujours un point commun. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre en application des exercices de simulation de vos protocoles et de vos formations en prévention contre l'infection. S'il vous plaît, n'oubliez pas le leadership. Le leadership, que ce soit le serveur en service, soit le chef de service, le point focaux, PCI, les experts en prévention contre l'infection, ensemble, ils doivent essayer d'appuyer et guider toute l'équipe. N'oubliez pas la santé mentale de votre personnel dans ces situations-là. Et le point principal pour regrouper tous les éléments, c'est la communication continue tout au long des activités journalières, le long de la pandémie ou de l'épidémie. Les considérations de prévention contre l'infection qu'on doit prendre dans nos unités ou nos services ou nos hôpitaux. Les hôpitaux doivent avoir une salle désignée pour le COVID-19 où le patient suspect, probable ou confirmé de COVID-19, ils seront soignés, y compris une salle de travail et d'accouchement entièrement équipée. J'étais dans une situation, dans des régions où il y a une seule salle d'accouchement ou deux salles d'accouchement, et comme vous le savez, le nombre d'accouchements sont un peu élevés. Il y a des situations où on ne peut pas dédier une salle de travail ou d'accouchement seulement pour le patient COVID-19. Dans le limite de possible, faites-le. Sinon, s'il vous plaît, après un accouchement du patient suspect ou confirmé probable de COVID-19, faites le nettoyage et la désinfection selon le protocole connu et qui a été vraiment exposé et discuté plusieurs fois. Les agents de santé doivent évaluer le risque d'exposition pour sélectionner efficacement les pays appropriés. Comme vous le savez, on a fait aussi des présentations en rapport avec l'usage approprié des EPI. On doit mettre à disposition de tous les professionnels de santé les EPI et c'est à eux de choisir et sélectionner efficacement les EPI par rapport au risque lors de l'exécution de leurs tâches. Pratiquer l'hygiène de main selon les 5 moments de l'OMS, avant le soin, durant le soin, lors de contact d'espace avec le patient. Alors là, les 5 là, vous devez
vraiment les prendre en considération. Alors, tous les professionnels qui travaillent dans les unités de maternité doivent pratiquer obligatoirement l'hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS. Alors, ce sont des slogans que vous trouvez, malheureusement, ils sont seulement en anglais. Alors là, qui sont disponibles dans le site web de l'Organisation mondiale de la santé, même aussi de Africa CDC et autres agences aussi. Bien sûr, on doit se laver les mains, on doit éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche, on doit garder toujours une distance entre nous et les autres. Et si on va tousser ou éternuer, on doit le faire dans notre coude, sinon on va se protéger avec un tissu ou un mouchoir. Le milieu de soins prénatal, les femmes peuvent courir un risque accru de contracter le COVID-19 lorsqu'elles fréquentent les services de soins prénatal. Alors, les services de soins prénatal sont à risque. Alors, il faut vraiment faire des recommandations spécifiques que les femmes doivent observer lors de leur passage par les services de soins prénatal. Comme on l'a dit, ça commence par l'hygiène de main, un parcours spécifique, hygiène de main de nouveau, hygiène respiratoire et garder les distances dans les limites du possible. Il faut avoir toujours une zone de dépistage et triage en dehors de la zone de service de soins ou de consultation, comme vous l'appelez. Limiter le nombre de réservations. Alors, pour réservation pour la consultation anténatale ou prénatale, pour garantir le maintien d'un nombre adapté à l'espace et d'une distance physique d'au moins 1 à 2 mètres. Augmenter le nombre de jours de consultation, l'autre jour et l'horaire aussi. Pendant le dépistage ou le triage des patients présentant des symptômes respiratoires possibles, ou si le COVID-19 est positif, on doit avoir des zones isolées dédiées à ces mères-là. Les agents de santé doivent prendre les précautions PCI nécessaires, bien sûr, qui sont répétées à chaque fois. Alors, choisir les EPI, les équipements de protection individuelle spécifiques, se laver les mains, porter les masques et garder la distance dans le limite possible. Donner à la femme un masque médical. Ici, il faut différencier entre masque non médical et masque médical. Les femmes doivent être vues séparément des autres dans une pièce isolée. Tous les soins doivent continuer dans la même zone d'isolement. Envisager l'induction du travail ou une césarienne pour les patientes nécessitant une ventilation mécanique. D'accord? Dans les salles d'accouchement, restreindre l'entrée dans ces zones et limiter l'accès du personnel dans la chambre. S'il vous plaît, comme vous allez le notifier, beaucoup de ces recommandations sont annoncées, dites, enseignées et doivent être appliquées même en dehors des épidémies. Pour une meilleure sécurité ou une meilleure santé maternelle et infantile, alors normalement, vous le savez que ces zones doivent avoir un accès limité. Le personnel aussi doit porter un EPI approprié pour accéder à l'entrée. Assurez-vous que tous les équipements sont dans la chambre comme lors de lors de l'accouchement normal. Alertez le pédiatre pour toute assistance. Surveillance fétale continue pour assurer un accouchement sûr et une intervention rapide en cas de stress fœtal. Au cours de la deuxième étape du travail, portez des épis appropriés, blouse, tablier, lunettes ou visière, Nouveau-nés sans complications gardés avec leur mère. Les mères sont autorisées à tenir leur nouveau-né tout en portant un masque. L'hygiène de main doit être encouragée, comme on l'a dit, aussi souvent que possible. Nettoyage d'infection approprié du matériel après chaque accouchement. L'élimination normale des déchets, si la mère est COVID positive, serait traitée comme un déchet infectieux normal et étiqueté comme tel, stocké et géré. Concernant le service d'isolement néonatal, avant d'entrer, effectuer l'hygiène de main et puis approprié lors de la manipulation du bébé et ou type de procédure. Personnel dédié et limité d'entrée en unité de soins intensifs néonatal. Les déchets générés seront traités comme des déchets normaux ou infectieux selon le patient de l'unité de soins intensifs néonatal. L'équipement dédié aux soins des patients est conservé dans la chambre si possible. Gardez les portes fermées
en tout temps. Retirez les pays dans une zone désignée, en dehors des zones d'isolement, et placez-le dans des sacs à déchets infectieux pour élimination ou retraitement s'il est réutilisable. Ici, chers collègues, je vais vous présenter un modèle, alors là, pour un espace d'isolement avec le parcours spécifique. D'accord? Alors, prévoyez une ventilation appropriée si la pièce n'est pas isolée des autres pièces et devrait être près de la sortie ou avoir une sortie indépendante si possible. D'accord? On ne peut pas, comme on le dit ici, l'entrée et la sortie est la même. Non, même s'il n'y a pas une autre sortie de l'autre côté, on doit avoir, même s'ils sont d'un côté, mais indépendantes. Mais on peut mettre un parabon ou une séparation entre les deux. Si deux entrées sorties, le flux doit être organisé de telle sorte qu'après l'entrée dans la zone propre, la sortie ne devra pas se faire par le même endroit, mais plutôt par la zone contaminée. Comme vous le voyez, s'il va entrer par ici, il doit passer de ce côté-là, là, mais il n'y aura jamais de retour. Et ce qui passe dans ce sens-là ne doit pas retourner pour qu'il n'y aura pas de recontamination. Si une seule sortie, partitionnée, comme c'est ici, partitionnée, afin que vous puissiez avoir un effet similaire et assurez-vous que vous ne ramenez pas de matériel contaminé vers la zone propre. Les soins prénatals, soutien psychologique à la mère et encourager l'allaitement si possible. La mère et le nouveau-né peau à peau, comme vous savez, partage une chambre avec son bébé tout en assurant une bonne hygiène respiratoire et des mains. Si la mère est trop malade, le lait maternel expressé dans une tasse, alors là où un moyen adapté peut être également donné au nouveau-né. Et si l'extraction, soit avec un tire-lait, soit autre moyen manuel, et collection dans une tasse, comme vous savez, là, propre et adaptée, et donné au bébé dans un biberon ou autre moyen qui est disponible. Ou des options alternatives, par exemple, le lait maternel pour nourrisson peut être envisagé. Normalement, comme vous le savez, aussi rapidement que possible, on doit commencer l'arrêt lactation ou l'allaitement si la mère va bien. Accouchement par voie basse ou par vaginale. Patient en général, personnel, on doit avoir un personnel formé à la PCI. Doppler fœtal ou cardiographie régulièrement désinfectée. Personnel, il doit porter un tablier ou blouse jetable, écran facial en plus du masque facial, couvre-chaussures ou bottes. Pour les suspectés ou confirmés COVID, les sages-femmes dédiées effectuent de longs quarts ou de longs chiffres de travail. Doppler fœtal dédié ou échodoppler ou cardiographie avec un kit d'accouchement. Le personnel doit porter une blouse chirurgicale imperméable, utiliser un masque N95, et c'est le N95 parce qu'il y a un contact clos dans un espace fermé et des gestes invasifs, alors là ça met le personnel dans un risque de contamination aérienne. Écran facial, bottes chirurgicaux, gants au coude. Et ici, les gants au coude, ce sont les gants gynécologiques. Lors des césariennes, alors en plus des soins habituels pour les patients COVID-19, médecins et infirmières doivent être formés à la PCI. Système d'emballage pour médicaments et consommables doit être emballé et être disponible. Prévoyez de minimiser la perte de sang. Vous connaissez qu'on peut donner la carbotestine, l'acide tranexamique ou l'isoplasme. Alors, ce sont des médicaments et d'autres produits qu'on peut donner pour minimiser ou contrôler les hémorragies. Le personnel, il porte une blouse chirurgicale imperméable, bien sûr stérilisée, masque N95, l'écran facial, botte chirurgicale, gants gynécologiques au coude. Alors, vous voulez voir qu'il y a beaucoup des affiches et des leaflets qui peuvent vous aider et partager, mais comme je l'ai dit, malheureusement, la majorité sont en langue anglaise. On passe à la gestion de linge, et vous savez très bien que la gestion de linge dans le service de maternité a des spécificités par rapport aux autres services. Normalement, on doit manipuler le linge souillé doucement pour éviter l'autocontamination. Il doit être placé dans des sacs ou des conteneurs dans le service.
Si le linge est très sale, on doit enlever la saleté grossière, par exemple, il y a des vomissements ou des excréments, avec une main gantée, en utilisant un objet ferme et plat. Jeter les matières solides dans les toilettes à chasse-eau et jeter les serviettes dans les déchets, dans le sac de déchets. Placer le linge souillé dans un contenant étanche et clairement étiqueté, par exemple, sac et bac fermés dans les zones de soins des patients. Pour laver le linge, on peut utiliser, si on a disponible une machine à laver avec une température d'eau variable de 60 à 90 degrés, avec un détergent ordinaire. Si une machine à laver n'est pas disponible, on peut laver le linge sale avec de l'eau chaude et du savon ou un détergent. Normalement, on peut traiter le linge sale avant le lavage avec deux produits qui sont disponibles. Rincer à l'eau claire et laisser sécher au soleil s'il n'y a pas de sèche-linge. Repasser si possible pour exposer à une chaleur supplémentaire. Ça pour le linge. Pour le nettoyage de l'environnement dans les maternités, programme de nettoyage normal. Comme vous le savez, on nettoie normalement au moins 2 fois par jour les services de soins. On augmente la fréquence s'il y a des patients COVID. C'est-à-dire à chaque passage d'une parturiente COVID-19, alors en plus de nettoyage ordinaire, on doit refaire un nettoyage et désinfection spécifiques. Après chaque accouchement, les surfaces hautement touchées sont nettoyées et désinfectées selon nos normes PCI et comme on l'a dit dans d'autres présentations, selon les produits qui sont disponibles, soit du chlore, soit du détol, soit des ammonium quaternaire ou autres disponibles. Le nettoyage final doit avoir lieu au moins une fois par jour, de l'extérieur, comme vous savez, vers l'intérieur et du haut vers le bas. Les collègues qui sont chargés de l'hygiène, les techniciens d'hygiène hospitalière connaissent bien ces éléments-là et assurent la formation des agents de nettoyage pour qu'ils fassent toujours le nettoyage de l'extérieur vers l'intérieur et du haut vers le bas. Tout équipement utilisé pendant les soins qui ne nécessite pas de stérilisation, par exemple le brassard de tensiomètre, le doppler photo, l'appareil ultrason, le stéthoscope, le moniteur électronique de fréquence cardiaque fétale, les chaises, les lits doivent être nettoyés, désinfectés conformément aux directives de l'unité. Vous vous rappelez, bien sûr, de l'unité et celle de l'OMS. Comme je l'ai dit, vous vous rappelez, lors de la préparation, vous allez préparer des protocoles et dans ce protocole, vous allez écrire les techniques et les moyens utilisés et les infectants utilisés pour les infections. On peut proposer de l'eau chlorée, du javel à 0,1%, de l'alcool, l'éthanol qui sont 10%, de peroxyde d'hydrogène supérieur ou égal à 0,5%. La gestion des déchets. Alors, généralement, comme vous le savez, les déchets infectés ne constituent que 20 à 25% de la totalité des déchets hospitaliers. Alors, on doit faire des programmes de nettoyage normal, augmenter la fréquence si les patients COVID. Après chaque accouchement, les surfaces hautement touchées sont nettoyées et désinfectées selon PCI. Le nettoyage final doit avoir lieu au moins une fois par jour. Bien sûr, comme je l'ai dit, direction de l'intérieur vers l'extérieur, du haut vers le bas. Tout équipement, je m'excuse, j'ai repris. Je m'excuse. Bon. Je m'excuse, c'était juste le contenu du diapo précédent. Alors, si je reviens pour parler de la gestion des déchets, alors, chers collègues, vous le savez, pour les déchets, normalement, on a 3 principaux types de déchets. Alors, il y a les déchets infectés, il y a les déchets ordinaires, similaires aux ordures ménagères, il y a le matériel piquant et tranchant. Alors, pour le matériel piquant et tranchant, doit être dans des conteneurs spécifiques, comme vous le savez. Concernant les déchets ordinaires, le traitement s'est fait comme les ordures ménagères. Il nous reste les déchets infectés. Ils doivent être collectés dans des sacs à déchets, dans des poubelles, dans des sacs à déchets spécifiques et transportés pour être traités selon les normes ou les moyens qui sont disponibles dans l'unité de maternité, l'hôpital de maternité ou dans l'hôpital.
Je m'excuse, je ferai avec M. Tadé un autre diapositive spécifique à la gestion des déchets dans les services de maternité. Ici, ça a été présenté, juste pour vous donner une idée, un exemple d'étude de cas pour la prise en charge pour une première femme enceinte COVID-19 dans votre service. Ça a été rapporté par une collègue, un cas au Nigeria, une patiente qui est arrivée le 25 avril 2020, enceinte de 38 semaines, avec une ancienne césarienne section, référée d'un hôpital privé. Quand elle est arrivée, elle a été asymptomatique. Alors, réunion prévue le jour même de l'équipe prenante. Alors, l'équipe obstétrique, les infirmières de théâtre ou du bloc opératoire, l'anesthésiste, néonatologie et les gestionnaires. Tous ont indiqué leurs besoins en consommables. Alors, on va faire la liste combinée. Analyse sanguine préopératoire, enregistrement des patients. Problème de surveillance fétale, problème de consentement. Simulation effectuée le lendemain, dimanche. Procédure pas à pas, ainsi que la démonstration de port et retrait des équipements. Le bloc opératoire au théâtre dédié aux patients péri, rénové et organisé. Principal problème, contact entre le service d'isolement et le monde extérieur. Alors là, elle a besoin de WhatsApp extrêmement utile. Elle a accouché le 27 avril avec succès, bien sûr, suite à ces préparations-là. Je vous remercie. Je passe la parole à notre collègue, M. Tadé, et avec une promesse de préparer un diapo en rapport avec la gestion des déchets dans les services de maternité. À vous, M. Tadé. Merci beaucoup, professeur Azouz, pour l'excellente présentation. Restez en ligne, on va passer dans quelques minutes à la séance de questions-réponses, mais avant de procéder à la séance de questions-réponses, j'aimerais inviter le Dr Jacques Atomba. Maintenant, il a eu la connexion à nous faire la situation épidémiologique de COVID-19 en Afrique. Dr Jacques, à vous. OK. Merci beaucoup, Tadé. Je m'excuse parce que j'ai eu un grand problème sur un problème technique, donc je ne pouvais pas rejoindre les webinaires dès le début. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on peut récupérer et je tiens vraiment à m'excuser par rapport à cela. OK, Tadé, tu peux partager l'écran. Nous vous faisons la situation épidémiologique de COVID-19 à travers l'Afrique, bien sûr à travers le monde, parce que la situation nous préoccupe beaucoup plus dans notre continent. OK, on peut passer. Il faut rendre ça enable. Ça ne passe pas? Je n'ai pas accès à... Professeur Zouz, est-ce que vous pouvez confirmer si l'écran est partagé? Oui, l'écran est partagé, mais j'essaie aussi. Ah, OK. L'écran est partagé. Je vois très bien que c'est partagé. OK, OK. Mais je n'ai pas le contrôle. OK, je pense que les problèmes continuent toujours à survenir avec mon ordinateur. OK, je vous fais la situation épidémiologique de COVID-19 à travers le monde. Et c'est là à partir de 12h47 du temps de l'Europe du centre. Et le 17 septembre, donc on a au total plus de 29 millions de cas. Et pour être précis, c'est 29 737 453 cas confirmés et avec un nombre total de décès qui est de 937 391 décès, selon les reportages de l'OMS. La situation
Et sur le plan régional, à travers les régions de l'OMS, vous voyez que l'Amérique est toujours en tête avec plus de 15 millions de cas. Et la région de l'Asie du Sud-Est suit avec pratiquement 6 millions de cas. Et l'Europe avec 5 millions de cas. La région méditerranéenne avec 2 millions de cas. Et l'Afrique avec 1 300 000 cas recensés à la date du 17 septembre. Et à ce qui concerne l'Afrique, est-ce que vous voyez mon écran bouger? Non, non, on ne voit pas. OK. À ce qui concerne la situation de l'Afrique, la situation au niveau de l'Afrique, l'Afrique a enregistré au total maintenant un nombre total de 1 379 909 cas, avec un total de décès qui est de 33 403 décès et un nombre de guéris de 1 131 838 38 guérisons qui représentent pratiquement 82% des guérisons à travers les continents. Et la létalité globale à travers les continents est de 2,4% à travers tous les continents. Et ça, c'est la situation du COVID à travers les régions de l'Union africaine. Vous voyez que la région du centre est la région la moins affectée, hein, avec un total des cas de 56 703 000. Et la région de l'Est suit de près et la région qui est la plus affectée au moment actuel, c'est la région du Sud avec 711 957 cas. Il faut souligner qu'au Sud, c'est le pays qui est le plus touché, c'est l'Afrique du Sud, qui aujourd'hui est pratiquement au 8e rang mondial après le Mexique et la Colombie. Donc, l'Afrique du Sud a totalisé maintenant 655 572 cas dans la notification du 17 septembre. Cette carte vous montre les pays africains qui ont notifié les cas, qui ont rapporté les cas au 18 septembre. Et il faut noter qu'il y a 26 pays d'Afrique qui jusque-là ont notifié moins de 5 000 cas. Il y a 11 pays qui ont notifié entre 5 000 à 10 000 cas et 13 pays qui ont notifié de 10 000 à 50 000 cas. Et 4 pays ont notifié entre 50 000 à 500 000 cas et un seul pays, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'Afrique du Sud, qui a notifié plus de 500 000 cas depuis le début de l'épidémie. Alors, qui dit l'épidémie, ça s'accompagne toujours avec le nombre de tests réalisés pour nous assurer que effectivement les cas que nous recrutons, ce sont les cas effectivement atteints de COVID-19. Et l'Afrique a notifié son premier cas pratiquement au mois de mars, mais l'Afrique ne s'était pas vraiment préparée et on était pratiquement dans la préparation, mais on était pris on était pratiquement surpris avec la notification du cas au niveau de l'Égypte et c'est à travers ça, tous les pays étaient vraiment organisés pour réaliser les tests. Et pratiquement en mi-mars ou avril, les pays ont commencé à réaliser les tests et jusqu'à aujourd'hui à atteindre pratiquement plus de 13 millions de réalisations des tests à travers les continents. Et Africa CDC, par sa politique, il voudrait vraiment atteindre
le nombre de 20 millions de tests réalisés hein, pour montrer le miroir de tout ce qui s'est fait à travers les continents. Et ajouter à cela les enquêtes de sérosurveillance qu'on est en train de mener pratiquement dans toutes les régions de l'Afrique, qui va nous donner la vraie caractérisation du virus dans nos communautés. Je pense que beaucoup d'études ont été déjà lancées et on aura les résultats d'ici là qui va nous permettre de prendre encore beaucoup plus d'actions sur la santé publique. Alors, pour tous ces tests réalisés, on a noté qu'on a pratiquement une proportion de 10 cas pour un cas confirmé. Ça veut dire si on réalise 10 cas, il y a une personne qui est confirmée et pour la plupart des temps, les 9 ne sont pas confirmés. Les taux de positivité, bien sûr, est de 10% qui reflètent pratiquement ce dont nous venons de parler. Alors, ça, c'est la tendance des tests COVID-19 réalisés par semaine à travers les continents. Vous voyez que c'est au mois d'août que pratiquement l'Afrique a réalisé le 22, dans la semaine du 22 août, que l'Afrique a réalisé le grand nombre de tests. Hein, comme je le disais, on a beaucoup plus tendance à ne pas réaliser les tests, mais la politique actuelle que l'Afrique CDC est en train de mettre en place, c'est vraiment pousser les pays à réaliser les tests. Et c'est dans ce cadre que les premiers pays africains, pour suppléer à tout ce qui est rupture des intrants, tout ce qui est rupture des kits des tests, que l'Éthiopie a déjà monté une entreprise grâce à la coopération avec la Chine, une compagnie qui est capable de réaliser les tests COVID à travers les continents. C'est vrai que ça sera beaucoup plus utilisé pour les pays qui en ont besoin. Et vous savez qu'avec Ethiopian Airlines, au niveau de l'aéroport, c'est vraiment très, très abondé, mais ils sont autour de 3 millions de tests par mois dont ils ont besoin pour tous ces passagers qu'ils testent à travers leur aéroport. Mais la compagnie sera capable de produire les tests pour les pays et pour qu'ils vont aussi exporter dans d'autres pays. En tout cas, l'Afrique devra prendre la position privilégiée pour les tests réalisés, pour ces tests qui vont sortir de cette compagnie. Alors, ça, c'est la tendance des tests réalisés dans la région. Donc, c'est pratiquement l'image de cette graphique qui montre comment les tests sont réalisés à travers l'Afrique. Alors, je pense que c'est la situation que nous avons voulu vous présenter à travers l'Afrique, à travers le continent. Et pour plus d'informations, nous vous demanderons d'accéder à notre site africacdc.org COVID-19 où vous aurez pratiquement toutes les informations par rapport à cette pandémie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Jacques Katumba, pour votre brillante présentation, malgré le challenge de la connexion. Donc, il est 15h02. On va bientôt passer à la séance des questions-réponses. Professeur Azouz, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà le diapo qui monte. OK, allez-y, s'il vous plaît. Bon, je m'excuse, chers collègues. Voici le diapo qui manquait. Alors, normalement, tous les déchets générés seront triés en fonction du risque et de la classification. La zone d'isolement est considérée comme déchet infectieux
et sera traité comme un déchet infectieux dans un sac jaune ou ici, selon les normes et les standards et recommandations propres à votre pays, à votre région ou votre hôpital. Les déchets médicaux seront jetés dans une poubelle rouge ou une boîte. Les déchets tranchants seront jetés dans une boîte pour le matériel tranchant. La gestion des déchets se fera selon les méthodes de vos installations. Les agents de nettoyage, nettoyeurs d'entretien doivent s'assurer qu'ils portent les pieds appropriés lors du nettoyage conformément aux précautions standards et des bases de transmission pour toute zone. Merci à vous, M. Tadé. Ok, merci beaucoup. Donc, avant d'entamer les questions, je crois que je vais d'abord lire un ajout de la part du professeur Pierre Calillo. Il a dit: merci, cher professeur Azouz, pour ta brillante présentation. Je pense que le souci le plus fréquent, c'est de savoir si une parturiente est infectée ou pas. Ici, le rôle du triage est extrêmement important pour dépister les cas suspects et les tester, ensuite les isoler des autres parturientes. Il faut savoir que beaucoup de maternités en Afrique sont bondées. Le rôle des EPI pour les accoucheurs est aussi extrêmement important, ainsi que les autres mesures de PCI, en particulier la décontamination de la salle d'accouchement et des autres matériels réutilisables. Professeur Calillo, je vous ai mis dans la section des panélistes. Lorsque vous aurez d'autres commentaires, ajouts, vous êtes les bienvenus. Et puis, je vais lire la première question qui vient de... vous permettez? Oui. Oui, mes remerciements à professeur Cario. Alors, il est l'une de nos références en Afrique en matière de prévention et contrôle d'infection. L'observation de professeur Pierre Cario est pertinente. C'est vrai, dans les limites de possible, normalement, toutes les formations sanitaires doivent avoir un système de triage et d'isolement. Et comme l'a souligné le professeur Cario, spécifiquement, il y a des fois où on était dans des hôpitaux, on a recommandé que pour l'unité de maternité à elle-même, le service de maternité aura un deuxième système de triage spécifique à lui. Je suis tout à fait d'accord avec l'observation de professeur Pierre Cario. À vous, M. Tadé. Okay, merci beaucoup. Donc, je disais que j'allais lire la première question qui vient de Kassoum Nikiema, où il a demandé bonjour professeur, je veux savoir si le port de masque par la femme enceinte peut affecter les conditions de vie du fœtus. Il aime, pardon, porter le masque comment? Donc, il aimerait savoir si le port de masque par la femme enceinte peut affecter les conditions de vie du fœtus, peut-être par manque d'oxygène, c'est ce que je pense qu'il a voulu dire. Oui, là, on l'a dit plusieurs fois, chers collègues, donc, si quelqu'un n'est pas malade, en bonne santé, alors il porte un masque, que ce soit un masque médical ou non médical. Bien sûr, le volume inspiratoire maximal va être réduit. Et il doit adapter alors l'énergie, son besoin en oxygène et son énergie par rapport à l'activité qu'il fasse. Alors, ça, c'est en général. C'est pourquoi on dit quand on porte un masque, alors normalement, on doit réduire l'intensité de nos activités, parler lentement, marcher lentement. Alors, pour les femmes enceintes, ça devient un peu plus. On sait, avec la compression de l'utérine au niveau du diaphragme, alors, il va y avoir des difficultés spécifiques par rapport à la femme enceinte. Et s'il s'ajoute le port de masque, alors c'est notre plus. Alors, dans les limites du possible, alors les femmes enceintes doivent porter les masques dans le lieu à risque. Ou si elles vraiment sont suspectes de COVID-19. Confirmés ou pas encore confirmés. Elles doivent le porter, mais comme je l'ai dit, ils doivent vraiment réduire leur activité, que ce soit vocale ou physique, pour réduire leurs besoins et leurs sensations de suffocation ou de manque d'air. Mais on ne peut pas recommander que les femmes enceintes ne doivent pas porter le masque. Elles doivent le porter là où il est nécessaire de le porter. C'est pourquoi on demande aux femmes enceintes d'éviter de fréquenter les lieux public
ou fermer et de fréquenter les lieux où il y a un risque de contamination. Mais du moment qu'elle est dans on essaie d'organiser l'arrivée des consultantes et le circuit de passage pour éviter ces risques-là. Mais si elle se trouve dans un lieu à risque, mieux vaudra qu'elle porte le masque et elle marche lentement et essaye de ne pas trop parler et de respirer, de respiration un peu prolongée et lente pour avoir son besoin en oxygène et ne pas avoir une sensation de suffocation ou de manque d'air. Merci à vous. Professeur Calillo, est-ce que vous n'avez pas d'ajout ou bien de commentaires? Son micro est encore désactivé. Professeur Calillo, veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Non, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Parfait, mais j'étais en train de regarder dans le chat. Il y a Oui. quelqu'un qui dit que c'est dangereux de mettre ensemble les cas suspects de Covid. Mais les règles de triage sont assez claires. La salle d'isolement, on ne peut isoler ensemble que des cas confirmés. Si vous isolez ensemble des cas non confirmés, ça pourrait être un risque parce que vous pourrez mélanger des patients qui sont contaminés et d'autres qui ne sont pas contaminés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous mettez dans une salle commune des patients contaminés, il faut aussi respecter des distances de sécurité. Et les patients contaminés doivent être masqués. Voilà. À vous. Merci beaucoup, professeur Calillo, pour vos réponses. Les réponses que le professeur Azouz a données s'appliquent aussi à la question qui a été posée par Monsieur Joseph. Donc, il avait demandé le port de masque prolongé a-t-il un risque sur la femme enceinte? Je crois que vous avez eu la réponse. Donc, je vais passer à une autre question de la part malheureusement, il n'a pas mentionné son nom. Il a demandé pourquoi garder les portes fermées alors que la ventilation ou aération adéquate de la salle fait partie des moyens de la diminution de risque de la contamination. Je ne pense pas que... Est-ce que vous avez parlé de garder la salle fermée pendant la présentation? Professeur Azouz? Oui, s'il vous plaît, je n'ai pas bien saisi la question. Il a dit, peut-être il a mal entendu, il a demandé pourquoi garder les portes fermées alors que la ventilation ou aération adéquate de la salle fait partie des moyens de la diminution du risque de la contamination. Bon, cette question, ça a été posée et normalement, on recommande d'avoir les espaces aérés avec des courants d'air. Il y a moins de risque de contamination que les espaces clos. Normalement, dans une salle ou un service où il y a deux fenêtres, alors on garde les fenêtres ouvertes. Mais la recommandation de fermer la porte pour minimiser l'accès de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur si on a des cas suspects à l'intérieur. Rien que ça. C'est-à-dire, la fermeture de la porte, c'est pour minimiser ou limiter, voire pour interdire le in-out, l'entrée et la sortie de ces zones ou des salles d'isolement ou des salles de suspect vers l'intérieur du service où les d'autres patients peuvent être présentes dans ce service. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Joseph a continué par une autre question. Il a demandé, la femme enceinte est en période d'immunité relative. Si vous dites qu'il faut augmenter le nombre de consultations, vous ne trouvez pas qu'on augmente le risque chez la femme enceinte? Professeur Azouz? Oui, on n'a pas demandé d'augmenter. On a demandé que la femme doit continuer selon la possibilité, le rythme habituel est connu dans son hôpital avec les fréquences et les dates connues. Elle ne doit pas rater ses contrôles, elle ne doit pas rater ses vaccins. Voilà qu'est-ce qu'on a dit. Dans les limites, elle doit y aller. Mais à qui revient l'organisation?
pour avoir un flux avec un nombre adapté aux locaux, au temps et au personnel, ça revient à l'organisation faite par la formation sanitaire elle-même. Donc, on n'a pas demandé d'augmenter. On a dit qu'elle doit continuer à aller, mais quand elle ressent qu'il y a des symptômes ou des signes suspects spécifiques à la maladie au Covid, alors elle doit contacter par les moyens mis en œuvre pour alerter en cas suspect. Merci. Merci beaucoup. Professeur Cario, vous avez une intervention? Oui, je voulais signifier, actuellement, le nombre de consultations prénatales a quand même augmenté. Je pense qu'on est passé à environ une consultation par mois. Alors, il ne faut pas, dans le cadre de la continuité des services essentiels, il ne faut pas véhiculer l'idée que aller en consultation prénatale est un risque de Covid. C'est un message qu'il ne faut pas faire passer dans la communauté. Les femmes enceintes, si elles ne vont pas en consultation prénatale, elles pourraient avoir des conséquences dommageables sur la grossesse. Seulement, il faut que la consultation se fasse dans des conditions optimales en contexte Covid. Mais il ne faut pas agir sur la limitation du nombre de consultations. C'est là le message que je voulais faire passer. Merci beaucoup pour votre message et le message est bien passé. Il y a un collègue qui a demandé quel est l'impact du comité d'hygiène face à la prévention contre la transmission de Covid mère-enfant. Il s'agit de Bonheur Ndoko qui a demandé, je crois que depuis RDC. Oui. À vous, professeur. Oui, merci bien. J'ai vu la question de notre collègue. J'ai vu la question de notre collègue. Chers collègues, dans un pays où on a un programme national de prévention contre l'infection, un plan d'action, on a un guide technique, on peut avoir tous ces éléments-là. Mais du moment qu'on n'a pas une unité active dans la formation sanitaire pour mettre en œuvre ces mesures de prévention et contrôle d'infection conformément au programme national, au plan d'action et conformément au guide technique, c'est terrible. Les 2 dernières semaines, j'étais très satisfait que les collègues au Burundi ont commencé l'activation de comités d'hygiène, prévention, contrôle d'infection suite à un ordre ministériel et ça aide dans les formations sanitaires que le professionnel de santé, que ce soit dans le maternité ou autre, d'avoir une équipe de prévention et contrôle d'infection, d'hygiène, prévention et contrôle d'infection, qui va les supporter et les appuyer le long. Bien sûr, c'est très bénéfique, c'est ça l'idéal. Normalement, dans toutes nos formations sanitaires en Afrique, on doit avoir des comités d'hygiène, prévention et contrôle d'infection qui prend la dimension PCI et la dimension WASH dans la formation sanitaire en même temps. Ça sera très bien et très bénéfique. Et personnellement, je recommande et j'ai fait de mon mieux pour appuyer dans ça. Et j'ai cité l'exemple du Burundi. Peut-être dans d'autres pays, ça existe aussi. Je connais des collègues au Burkina Faso, en RDC, qui travaillent sur ces éléments-là. Mais j'ai des informations spécifiques récemment par rapport au Burundi. C'est pourquoi j'ai cité l'exemple. Merci à vous. Merci beaucoup. Avant de continuer, il y a une question, je crois qu'il y a, la question a été adressée au Dr Jacques. Il y a M. Sylvain Makutu qui a demandé est-ce que l'Afrique n'est-elle pas à côté de la réalité à cause du faible taux de tests de COVID-19? Dr Jacques. Oui, merci beaucoup Sylvain pour la question, mais je pense que ça, c'est une question qui est toujours posée. La corrélation entre les tests réalisés et le nombre de cas que nous avons dans les continents ou à travers le monde. Bon, il y a 2 écoles là, qui émergent. Certains disent que nous n'avons pas beaucoup de cas parce que nous ne réalisons pas vraiment effectivement les tests. D'autres, ils disent non, il n'y a pas de corrélation. Mais c'est basant sur la tendance, sur la surveillance épidémiologique, qui est beaucoup plus basé sur la tendance, nous pensons que notre avis, qu'il n'y a vraiment pas de corrélation par rapport aux tests réalisés. C'est vrai
qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire quelle est la proportion effective des cas confirmés dans nos communautés. Mais tant que nous ne réalisons pas les tests, nous ne pouvons pas affirmer. D'autant plus que si le test est réalisé et que la personne est positive, il fallait normalement la garder dans une entité où elle est prise en charge et toutes les mesures de santé publique devraient suivre. Mais si nous, de par la grande proportion des cas asymptomatiques que nous avons aujourd'hui, et nous nous sommes dit, bon, ça va, certains cas positifs peuvent rester dans la communauté. Est-ce qu'il faut aller les traquer ou bien réaliser les tests au niveau des aéroports ou bien dans les formations sanitaires? Voilà, c'est une question qui revient de plus en plus, mais qui n'est pas jusque-là tranchée. Donc, c'est une discussion. Je pense que, comme vous l'avez dit, nous ne passons pas à côté de la plaque réagissant par rapport au principe de la surveillance épidémiologique, mais il faut toujours continuer à fouiner, voir effectivement qu'est-ce qui se passe dans la réalité par rapport à cet aspect des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Jacques. Il y a une autre question qui vous est adressée, qui vient de M. Joseph. Beaucoup de pays ne testent pas assez par manque de tests. Qu'est-ce que Africa CDC fait et prévoit pour appuyer les pays en tests? Oui, c'est vrai. Hein? Au début, c'était d'abord l'Occident qui a pourvu aux tests que nous avions utilisés. Après, c'était la Chine avec la fondation Jack Ma qui nous a vraiment beaucoup appuyés. Mais aujourd'hui, la politique qu'Africa CDC est en train d'utiliser, c'est de capaciter les pays. Hein? C'est de capaciter les pays à être capables de réaliser les tests. Comme je l'ai dit dans mon exposé, l'expérience d'Éthiopie est déjà très, très flagrante. Je pense que ça sera étendu dans tous les continents. L'Afrique du Sud est déjà sur les pas, le Sénégal aussi. Donc, monter les compagnies en collaboration avec ceux qui en ont la capacité, notamment la Chine, pour que les tests soient vraiment entre les mains du personnel africain. Je pense que c'est vraiment la meilleure stratégie que nous aurons pour mettre fin à ces ruptures de stock que nous enregistrons dans notre continent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Jacques. Si je peux vous compléter ce que Africa CDC est en train de faire, comme il l'a fait, il continue aussi de distribuer les kits de tests. Je crois que bientôt, ça va commencer la 4e distribution des kits de tests qu'Africa CDC a acheté. Donc, les communications officielles vont sortir bientôt. Alors, on continue avec d'autres questions en provenance des différents participants. Il y a M. Diakalia Fofana qui a demandé, peut-on conseiller les accouchements dans des salles à flux négatifs afin d'assurer une protection efficace de la mère de l'enfant? Professeur Azouz, qu'est-ce que vous en dites? J'ai vu la question de notre ami Fofana et de notre ami Joseph, parce que c'est un peu le même. Pour la PCI, est-ce que les ventilateurs sont recommandés ou ce sont les climatiseurs? Comme elle l'a dit, oui. Je crois la réponse qui a été faite par notre ami Fofana, normalement, c'est connu, normalement, on doit avoir des salles à flux négatifs. Mais dans la littérature, il n'y a pas des études claires par rapport aux ventilateurs ou aux climatiseurs. Surtout quand on dit les clims, on a les clims monobloc, on a les clims, les split, et on a la climatisation centrale. Parce que vraiment, le débit, le flux, les cycles de changement d'air, ce sont des éléments très, très, très critiques. Si je prends à titre d'exemple un ventilo, si je prends les âges de ventilo, je sais qu'il y a des places où il fait très chaud, on a besoin de ventilateurs. Mais par exemple, le sens de l'air dans un ventilo, à partir du côté où il y a un patient positif vers d'autres patients ou un patient suspect, ou même ça risque de propager
plus rapidement et même le transport de micro-gouttelettes qui sont rejetées lors du parole ou lors du tout ou autrement d'un autre patient. C'est-à-dire le ventilo peut à lui seul constituer un risque si ça est exposé aussi bien que le clim, si vous êtes sous la direction du fluide. Franchement, il n'y a pas des études ou des écrits qui sont clairs par rapport à ça. Normalement, il doit y avoir un flux négatif si on a un système de ventilation alors, avec des cycles bien déterminés et avec des puissances bien déterminées. Mais l'usage lors d'une épidémie, dans une salle fermée, d'un ventilo, alors peut activer peut-être la propagation de l'infection. Sauf peut-être si le sens vient d'un patient vers l'extérieur, pas vers l'autre. Mais je n'aime pas mettre trop de philosophie à essayer d'expliquer ça. Mais malheureusement, le système de ventilation doit répondre à des critères bien déterminés, des critères bien déterminés pour dire qu'il est efficace ou n'est pas efficace. Je ne sais pas si le professeur Cario a d'autres choses à ajouter. Mon ami Pierre, si vous avez quelque chose à vous, s'il vous plaît. Professeur Cario, est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter ou bien un commentaire? Allô? Oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui. Vous avez entendu ma réponse et mes observations? Oui, mais je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y a des collègues Par contre, j'ai posé une question sous les tests dans le panel. Je ne sais pas si Jacques peut répondre. Ok. Voilà, je vois la question. Les tests sanguins, là. On veut en savoir plus. Oui, ça demande les tests sanguins dont on parle. Ils détectent les anticorps. Est-ce que les IgA ou des IgM, des fiabilités, études démontrant en matière de diagnostic de maladies évolutives ou s'agit-il de tests pour enquête de séroprévalence dans la population générale? Est-ce que, Dr. Jacques, vous aurez quelque chose à répondre? Oui, merci beaucoup, professeur, pour la question. C'est vrai. Pour les tests, pour la sérosurveillance, nous utilisons les tests sanguins. Hein? Donc, nous faisons ELISA. À ce qui concerne ELISA, je pense que ce sont les firmes qui déterminent par rapport au titrage des immunoglobulines M et des immunoglobulines G par rapport à l'interprétation. Mais je n'ai pas beaucoup plus parce que je vois dans la question, vous insistez sur les immunoglobulines A. Personnellement, je n'ai pas des connaissances par rapport à ça, mais par rapport au G et au M, nous avons travaillé avec CDC Atlanta qui appuie AIBAR à réaliser les tests sérologiques sur les terrains avec ces études de séroprévalence. Je pense qu'ils ont des seuils, des titres pour interpréter les résultats sur le terrain. Mais par rapport au diagnostic qui est mené jusque-là sur le terrain, on se base beaucoup plus sur les PCR pour interpréter nos tests sur place. Bon, il y a certains pays qui ont adopté les tests rapides, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de crédits à donner par rapport aux tests rapides que certains pays réalisent. Les normes telles que l'OMS et Africa CDC préconisent, c'est beaucoup plus d'utiliser les tests de référence qui est les PCR et garder les tests sérologiques pour la séroprévalence. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que professeur Cario, vous êtes satisfait?
Ouais, c'est bon. Et je crois que ce qu'il faudrait peut-être lancer comme message, et il faudrait peut-être dire que ces tests sanguins ne sont pas venus remplacer les tests RT-PCR, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le diagnostic de la maladie va changer avec les tests utilisés en sérosurveillance. Merci. Effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une dernière question. Je crois que... OK, je vois pour Dr. Jacques qui a un ajout. Allez-y. Non, question. Et je voudrais poser la question au professeur Azouz, parce que je vois, c'est la question de Kavira qui a posé sur Kavira Kamaliro, hein, Adèle, qui a posé une question. Ça m'a aussi inspiré par rapport à l'allaitement. Donc, vous avez plus insisté que le virus ne traverse pas la barrière hémato-placentaire. Mais au niveau des laits, je n'ai pas pu voir dans votre explication si le virus traversait. Et vous avez aussi dit, si la dame, elle est négative, donc on donne le lait à l'enfant directement. Mais avec cette pratique que nous avons des tests PCR qui sont réalisés 3 jours avant le voyage, dans beaucoup d'autres contextes, est-ce que vous ne voyez pas qu'on peut passer à côté des plaques? Une dame qui a mis au monde 3 jours après, elle peut redevenir positive et si jamais les virus traversaient dans les laits, on ne met pas l'enfant à risque. C'est un peu la question que j'avais. Merci bien, Dr. Jacques. Vraiment, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Je connais bien, j'ai entendu parler de vous, de vos compétences. Ouais, merci, votre question est très pertinente. Alors, si je reviens, jusqu'à maintenant, la situation demeure un peu confuse et très critique par rapport à beaucoup d'éléments. On essaye de partir sur des recommandations de base. C'est-à-dire, pour la PCI, on a des recommandations de base en dehors de tout élément. C'est-à-dire, dans les urgences, dans les cas de routine, dans la partie quotidienne, on a des mesures de prévention contre l'infection que tous les professionnels de santé doivent observer. Et on a des mesures de prévention contre l'infection spécifiques à la spécialité, la chirurgie, la gynéco-obstétrique, la pédiatrie, la biologie et autres. Et on a, s'ajoute à ça, c'est-à-dire on a la PCI standard, la PCI avancée ou spécialisée, et on a la PCI qui s'ajoute dans le contexte des urgences, que ce soit épidémie ou autre catastrophe. Alors, c'est tout un lien qui se suit. Si on parle d'hygiène de main, la PCI standard, spécialité, urgence, accouchement, alors on doit respecter. Spécifiquement pour le Covid, comme on l'a dit, on doit encourager, comme vous le savez, on encourage l'allaitement maternel. Et dans le cas de Covid, ça a été démontré jusqu'à maintenant que ça ne passe pas la barrière et on n'a pas identifié ou retrouvé le virus dans le maternel et on encourage à allaiter. Mais comme vous le savez, l'allaitement doit répondre à des normes d'hygiène, prévention contre l'infection. Que ce soit au niveau des seins, qu'elle doit être propre, hygiénique, lavée, que ce soit pour les mains et pour la manipulation des bébés. Normalement, dans le cadre de l'éducation sanitaire, des mamans qui ont accouché ou qui allaitent, il y a des protocoles que vous avez dans le cadre de la santé maternelle et infantile qui s'ajoutent à ces recommandations de prévention et contrôle de l'infection. Je crois, ma réponse pour la première, c'est que ça ne passe pas par la barrière pour le lait maternel et qu'on doit observer les règles, les mesures d'hygiène strictes au niveau des mamelons, comme pour les mains ou tout matériel utilisé ou autre tissu utilisé lors de l'allaitement. Si on revient pour votre deuxième question, si j'ai bien compris, vous avez posé la question dans l'attente des résultats des PCR. Alors la maman, si elle est en contact avec son enfant, elle peut le contaminer. D'accord, si elle est positive, elle peut, si plus tard c'est avéré qu'elle est diagnostiquée ou révélée positive, elle peut le contaminer. Alors, ce que je disais ici,
ça a été vrai. Et personnellement, j'ai assisté à une situation pareille. La maman a été, après ou durant l'accouchement, ça a été identifié qu'elle était contact, elle n'avait pas les signes, alors elle a accouché, et dans l'attente de PCR, alors là, après, c'est révélé qu'elle est positive. Alors, ça, quand on m'a demandé qu'est-ce qu'elle doit faire, alors dès le début, j'ai dit, elle doit continuer à allaiter, mais elle doit porter des masques, elle doit prendre les mesures nécessaires par rapport à la prévention de son bébé. Il y a des mamans qui ont été suspectes et qui ont demandé de garder leur enfant à distance jusqu'à leur guérison. D'accord? Alors, il y a deux recommandations parallèles. Alors là, on peut soit recommander de continuer à allaiter, tout en, après l'allaitement, de mettre le bébé, l'enfant, à distance sécuritaire par rapport à la maman. D'accord? Et que la maman continue à porter le masque, respecter les mesures d'hygiène que vous le savez, hygiène respiratoire, contact, hygiène des mains. J'espère, Dr. Jacques, que j'ai répondu à votre question. Sinon, je demeure disponible. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, merci, professeur Azouz, pour vos réponses. Alors, il y a des questions, l'une qui est adressée au docteur Jacques, mais l'autre qui est adressée au professeur Azouz. Alors, je commencerai avec donc la question qui a été posée à Jacques, et je crois que nous sommes aussi avec docteur Amadou depuis Mali. Monsieur Sylvain a demandé pourquoi l'Afrique ne mobilise pas assez de ressources pour le renforcement des capacités des prestataires sur les différents piliers sur la riposte contre la COVID-19. Jusqu'à ce jour, le nombre d'alertes est très faible. Docteur Jacques, vous pouvez commencer. Et puis, Amadou, si vous avez quelque chose à commenter, à ajouter, vous êtes le bienvenu. OK, merci beaucoup Sylvain pour la question. Je pense que vous avez pratiquement touché au diagnostic, donc je ne peux pas beaucoup plus dire que... Mais il faut dire au niveau de Africa CDC, c'est vraiment un grand pilier, hein, le renforcement des capacités des prestataires de soins. Et nous faisons tant soit peu ce que nous pouvons pour le continent, mais il faut savoir que les besoins sont tellement énormes que les moyens ne suivent pas toujours au niveau d'Africa CDC et surtout au niveau de nos pays. Vous êtes africain, vous connaissez les troubles, les difficultés dans lesquelles nous passons. On ne pourra pas dire assez. Mais sur le plan des normes, sur le plan des principes, et Africa CDC et l'OMS, ils sont là pour renforcer les capacités. Mais si vous n'avez pas vu beaucoup plus d'impact, c'est parce que les moyens ne suivent pas toujours pour suivre cela. Merci beaucoup. Docteur Amadou. Voilà, il se peut que le docteur Amadou n'est pas près de son micro, mais près de son ordi. Alors, il y a une dernière question qui a été demandée par monsieur. Malheureusement, il n'a pas mentionné son nom. Il a enregistré son téléphone seulement. Professeur Azouz, comment bien protéger contre l'infection à COVID-19 et à une femme enceinte ou bien qui a accouché dans des traditions africaines où les sœurs et tantes cherchent à apporter leur assistance à ces dernières. Donc, peut-être trouver d'une façon pratique dans la tradition africaine. Oui. Oui, j'étais en train de lire la question de notre collègue Dr Mathurin du Bénin. Bon, c'est une réalité qu'on fait face chaque jour, tout ça. Ça pas seulement lors de beaucoup de cérémonies, que ce soit lors des décès, lors des mariages, et ça continue. Alors, vraiment, c'est une bataille que le professionnel de santé continue à mener. Et malheureusement, ce n'est pas toujours qu'on arrive à gagner et à convaincre, et ça dépend de beaucoup de facteurs. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est très difficile. J'étais même lors des enterrements, là, tu ne peux pas demander aux gens non, de ne pas embrasser, de ne pas toucher au corps du défunt. Corps du défunt.
Alors, ma réponse, vraiment, ça dépend de la formation, ça dépend des professionnels de santé, du message qui a passé dans les médias et de moyens d'approche par rapport à ça. Normalement, on commence. C'est sûr qu'il y aura des améliorations, surtout dans le contexte des épidémies. Il y a des gens qui vont observer, il y en a d'autres qui ne vont pas observer. On ne va pas dire qu'on va dire ne faites pas ça et ils vont le faire. On répète et on continue. La PCI, c'est une guerre vraiment à longue haleine qui nécessite beaucoup d'investissement en énergie et du temps. Alors, normalement, c'est la responsabilité de tous les professionnels de santé. Vraiment, je n'ai pas d'autres éléments à ajouter par rapport pour notre collègue Dr Mathurin. Oui, juste un petit message à notre ami Salfo Ouedraogo qui m'a parlé qu'il y a des comités d'hygiène, prévention, contrôle d'infection au Burkina Faso. Déjà, j'ai mentionné ça et je salue à travers lui les collègues qui sont là, Dr Nana et le collègue au Burkina Faso qui font vraiment beaucoup d'activités, beaucoup de travail pour mettre en œuvre le comité d'hygiène dans les formations sanitaires au Burkina Faso. À vous, M. Tadé. Merci beaucoup. Merci. Il est 15h39 à Addis Abeba. Je crois que malheureusement, je l'avais peut-être oublié. Il y a une question qui avait été demandée à 15h07 par Kakule. Il a dit merci pour la présentation. Est-ce qu'on peut éliminer les déchets tranchés par incinération? Si oui, faut-il utiliser une chaudière spécifique? Professeur Azou, je crois que c'est la dernière question. Allez-y. Oui. Ici, ce qu'on recommande pour tout collègue, tout expert en prévention contre l'infection, alors il doit connaître les justifications scientifiques et la façon ou la manière de le faire. D'accord? Mais connaître la justification, la façon de le faire doit être adapté à la réalité du terrain. Normalement, parmi les moyens d'élimination ou de traitement final de matériel tranchant infecté, c'est l'incinération. D'accord? Alors, il y en a qui ont d'autres moyens qui sont disponibles, ils peuvent adopter. Mais du moment que vous avez du matériel tranchant ou piquant qui est infecté, alors il faut trouver le moyen de traitement, d'élimination finale disponible et adapté. Oui, ça répond à lui, s'ils ont un incinérateur spécifique, ils peuvent le faire. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur Azouz. À présent, il est 15h41, donc on a ajouté 11 minutes de plus. Alors, chers participants, le temps est passé, donc merci de votre participation. Le webinaire d'aujourd'hui va être clôturé. Alors, avant de clôturer, j'aimerais remercier sincèrement à nos facilitateurs, à professeur Azouz de l'ICANN, à professeur Kalio de l'OMS, Dr Jacques d'Africa CDC, Dr Amadou, Silas, le communicateur qui était en direct sur Facebook pour pouvoir atteindre beaucoup de personnes, mais aussi à d'autres collègues, notamment Suzanne, qui n'est pas présente au webinaire, mais qui nous a aidés dans les préparatifs pour pouvoir avoir ce webinaire. Alors, je vous remercie. Je crois que si professeur Azouz vous n'a pas d'autres commentaires, je vais clôturer le webinaire et puis vous dire que pour la prochaine occasion. Professeur Azouz? Merci bien, Monsieur Tadé. Juste là, j'ai partagé par mail avec vous la version updated de notre présentation d'aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, mes remerciements à l'Union africaine, Africa CDC et mes collègues ICANN, à tous les participants, à l'OMS pour la contribution. Juste si notre ami, Mr. Silas, can tell us how many persons assist to our webinar today. Yes, oui, ok. Je crois que je vais parler en français. Vous savez, ça fluctue, hein? Ça fluctue. On a eu 99. Non, 79, excusez, 79 participants. Non, ça change. Sur le Zoom, et puis on a eu à peu près 500 participants sur Facebook. Combien? Alors,
500, 500. Vous êtes sérieux? Oui, 500. oui, oui, oui. Wow, c'est très intéressant ça. Oui, J'espère oui. que ce sera bénéfique pour eux. Hein. Merci Oui, bien. Hein. oui, oui. Donc, pour tout, j'ai vu beaucoup de commentaires de personnes qui demandent d'avoir un enregistrement et des présentations. Je crois que ma collègue Suzanne le fait. Si elle ne le fait pas, veuillez juste me partager vos adresses email et puis je vais me charger de vous partager les différentes présentations, mais aussi les enregistrements. Alors, sur ces mots, je vais clôturer ce webinaire. Merci, merci beaucoup. À la prochaine. Merci bien. N'oubliez pas que j'ai envoyé la dernière version. Ok, je vais vérifier Anna mon email. Suzanne, oui. Merci. Voilà, je vais vérifier. Au revoir. Au revoir. Ok, Merci. au revoir. Ok, à la prochaine.